électronique, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter le dernier né des laboratoires Sirob, à savoir le CP0072. Comme tous mes produits, il commence par CP pour Sirob Product suivi d'un numéro. J'ai vu large, parce qu'avant que j'arrive au 9999, je pense que je serais mort depuis belle lurette. Et qui répond aussi au doux nom de LS501, et on va voir pourquoi il porte aussi cette deuxième dénomination. Alors, regardons-le ensemble. Donc, voilà ici l'appareil en question. Alors, comme je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, moi je suis assez adepte et je collectionne un petit peu les tiroirs là, de type TM500 Tektronix, qui sont un système modulaire. Et quand je fabrique des appareils de mesure, généralement, j'aime bien les faire tenir dans ce genre de tiroir, parce que ça me permet après de les utiliser dans n'importe lequel de mes ateliers ici très facilement. Mais je veux dire, l'appareil en lui-même pourrait être dans n'importe quelle boîte. Alors l'idée c'est quoi? C'est que on a souvent besoin quand on fait des mesures de tester des haut-parleurs, de tester d'avoir du son. On a un signal audio, on veut l'écouter. Et j'avais fait dans le temps un espèce d'appareil qui faisait un petit peu tout, test, signal traceur, millivoltmètre BF. Enfin, bon, c'est un appareil qui d'abord marche pas très bien et surtout un peu mal vieilli. Et était, à vrai dire, tellement compliqué que quand je veux l'utiliser, il faut que je réfléchisse 15 jours. Donc là, j'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu plus simple et surtout un petit peu plus modulaire quelque part, sachant que y a deux parties que j'ai voulu séparer quelque part, c'est d'avoir la partie haut-parleur, la partie ampli. Alors pour l'instant, ce que j'ai fait, donc, c'est la partie haut-parleur. Basiquement, ce que j'ai voulu faire, c'est quoi? C'est avoir un haut-parleur de test, facile à prendre, comme ça, qui prend pas de place. Donc, dans l'idée, je me suis dit, voilà, j'ai un tiroir TM500, je veux pas qu'il prenne de place, je veux que ça soit un tiroir simple. Je veux avoir le meilleur haut-parleur possible dedans et pouvoir le brancher. Voilà, à la base, mon raisonnement, c'était ça. Ici, on voit que c'est pas très grand. Pour avoir un bon haut-parleur, déjà, c'est pas facile. Je sais que je pourrais pas avoir une super qualité parce que c'est pas très large, mais pour avoir quand même des meilleurs aigus, l'idée, c'était d'avoir aussi ce petit haut-parleur ici. C'est pas réellement un piezo, enfin, on va dire que c'est un truc que j'ai récupéré d'une télé qui sert plutôt pour les fréquences aiguës. Et après moult cogitations, j'ai trouvé ce système de les mettre l'un devant l'autre qui permet en fait d'avoir les deux sans trop prendre de place. Et en même temps, on voit que ça protège bien le haut-parleur vu que là, il est protégé, la membrane, là, elle est au fond, on risque pas d'y toucher. Donc voilà, à l'origine, je me suis dit, voilà, j'ai ça, et puis je le branche, et puis c'est tout. Maintenant, un haut-parleur de test, qui dit test, dit éventuellement qu'on teste avec des choses qui ne marchent pas, dit aussi des mauvaises manips. Et j'ai voulu protéger ce haut-parleur. Qu'est-ce qui envoie les haut-parleurs, généralement au paradis des haut-parleurs? Basiquement, il y a deux choses. C'est de leur mettre d'une tension continue. Ça, ils n'aiment pas ça. Souvent, ça va cramer la bobine. Et ou dépasser de beaucoup leur puissance maximum. À ce moment-là, la bobine, elle est pareille. D'abord, elle va avoir un courant trop important, mais plus que ça, ça va faire des forces et des déplacements sur la membrane tels que ça risque de carrément l'endommager. Donc je me suis dit, j'ai un peu de place dans mon tiroir, là je peux mettre de l'électronique, rajoutons donc ces protections. Donc j'ai rajouté l'idée d'avoir une protection contre la surpuissance et aussi contre les tensions continues, positives ou négatives. Ce qui peut arriver, par exemple, imaginez qu'on teste un ampli et qu'il y a des transistors de sortie qui est mort, typiquement c'est ce qui peut balancer comme ça du continu. Quand on fait des tests, des fois on n'a pas toujours envie d'écouter, surtout quand on utilise des signaux BF et tout, ça casse un peu les oreilles. Donc c'est bien d'avoir aussi une charge, un petit peu ce qu'on appelle une charge fictive, ce qui permet éventuellement soit d'écouter, soit d'avoir ici cette charge. Donc cet appareil-là va aussi pouvoir faire la différence entre mettre la sortie sur un haut-parleur ou sur une résistance de charge. Toujours en poussant mon raisonnement, d'habitude je travaille avec des amplis, des petits amplis assez pas très puissants. Mais il arrive des fois, je répare des autoradios, des trucs comme ça, enfin des choses un peu plus puissantes. Et là, j'ai décidé de mettre un atténuateur de puissance, à impédance constante, qui me permet de tester des valeurs jusqu'à 20 watts. En plus, c'est pratique parce que j'ai ici un petit afficheur aussi que j'ai mis là une sorte de petit vumètre qui est étalonné pour aller jusqu'à 2 watts, sachant que donc j'ai un atténuateur ici qui va permettre donc de diviser la puissance par 10 et donc d'aller ici jusqu'à 20 watts. Donc ça c'est déjà assez complet.
Ensuite, il arrive aussi qu'on ait des charges de 4 ohms. Donc j'ai aussi prévu de pouvoir avoir une charge de 4 ohms, sachant qu'à ce moment-là, pour avoir toujours ici un truc étalonné à 2 watts, bah, il y a un calcul, enfin, il y a une adaptation qui est prise en compte dans le signal de façon à ce que bah, ça représente réellement 2 watts dans 4 ohms. Et en effet, hein, comme j'avais un peu de place, eh ben, je me suis dit que je vais mettre quand même un petit vumètre, ça permet de visualiser la puissance. Donc voilà, tout ça, ça commence à faire quand même beaucoup de fonctions. Alors, il n'y a aucun problème à faire une électronique, mais je me suis dit, bon, ça commence quand même, ça va faire beaucoup quand même de boîtiers. En même temps, le vumètre, j'aime bien avoir une vision instantanée et crête. Et pour faire ça, si je avais pris par exemple un LM3915, un LM3914, de base, il ne sait pas le faire. Alors, il y a moyen de le faire, je l'avais fait il y a très longtemps ce montage, pour pouvoir avoir une visualisation et à la fois crête et instantanée, mais c'est pareil, c'est assez compliqué. Et dernier point, des fois c'est bien d'avoir une vue linéaire, des fois c'est aussi bien d'avoir une vue logarithmique. Le LM3915 est logarithmique, le 3914 linéaire, mais c'est pas très facile à changer. Enfin bref, comme ça, là j'essaie de vous expliquer un petit peu mon raisonnement, et ben, je suis arrivé quand même à faire un appareil qui a quand même pas mal de fonctions, et bah, je me suis dit, bon là, je vais avoir tellement d'électronique à faire, ça devient quand même rentable d'utiliser un petit microcontrôleur, et bah, j'ai choisi toujours ces petits Picax. J'aime beaucoup ces petits microcontrôleurs, je les trouve très faciles d'emploi, et surtout ce que j'aime, c'est qu'ils ont à l'intérieur une sorte de mini... petit moteur multitâche, hein, on verra ça tout à l'heure dans le soft, qui facilite la programmation, et en plus, bah, moi j'aime bien un petit peu faire du petit multithread très simple, comme ça, je trouve que c'est plutôt sympa, et c'est pourquoi j'utilise ces microcontrôleurs. Alors, au niveau des commandes, comment ça se passe? Il y a un marche-arrêt. Alors, c'est vrai que sur les tiroirs Tektronix, d'habitude, le marche-arrêt, c'est celui de tout le rack, mais moi j'aime bien quand même pouvoir allumer ou pas chaque appareil. Alors, là, bien sûr, pour que ça marche, il faut déjà allumer le rack. Là, on voit qu'il y a d'autres tiroirs qui n'ont rien à voir qui sont allumés. Et ici, donc, il y a le bouton mise en route. Voilà, et on voit qu'au moment de la mise en route, il y a ce petit test sonore et visuel. Voilà, qui permet de, on va dire, c'est une sorte d'autotest à ce niveau-là. Alors, l'idée, c'est que ici, on peut donc brancher le haut-parleur, enfin l'entrée, qui va vers le haut-parleur, sachant que par défaut, cette entrée ici, elle arrive justement sur une résistance de soit de 8 ohms, soit chantée par une autre de 8 ohms pour avoir une impédance de 4 ohms, et cette sortie-là, donc on ne l'entend pas. Si là, on appuie sur ce bouton-là, on peut mettre en route la sortie, sachant que le système de surveillance qu'on va voir de la tension continue ou de la surpuissance coupera automatiquement le haut-parleur et pour le remettre sur la résistance de charge en cas de surcharge. Il y a aussi possibilité ici de le faire fonctionner avec une sortie extérieure. Là, on utilise bien le haut-parleur interne. Là, on peut utiliser un haut-parleur externe, ce qui permet soit de tester par exemple un autre haut-parleur, soit d'utiliser un haut-parleur d'un peu meilleure qualité, hein, du fait que celui-là, par sa petite taille, n'est pas quand même forcément d'une super qualité. On verra tout à l'heure, hein, je vous ferai une petite démo, la différence. Donc là, je vais brancher un GNBF par exemple sur l'entrée. Alors là, je branche un GNBF sans ampli, hein, donc c'est pas terrible au niveau de la puissance, hein, c'est un GN 50 ohms. Ici, je vais mettre un signal. Alors ici, si je le mets en route, voilà, on peut voir que là, il y a ici le vumètre qui permet de voir la valeur de sortie, et on voit ici le système que j'ai mis ici, vous voyez, qui permet de mettre là la valeur crête pendant un petit système. Donc l'idée, c'est qu'à un moment donné, quand il y a une variation du signal, eh ben, la crête reste affichée pendant un petit moment, voilà, comme on voit. Bon, c'est quelque chose de très très classique au niveau des vumètres. Ici, la première sécurité qu'on peut voir, c'est que voilà, si à un moment donné, j'arrive à fond trop longtemps, voilà, vous avez vu là, il y a ce bruit un petit peu qui se met, et on voit que ça coupe automatiquement la charge. Donc là, je recommence. Voilà. Ici, alors, je ne sais pas si on l'entend bien, c'est pas très très fort, mais enfin, on voit déjà qu'il coupe si à un moment donné, la charge devient trop grosse. Alors pour l'instant, je travaille que sur une fausse sortie. Si je mets ici le haut-parleur,
là on voit qu'on entend bien ici le son de sortie. Donc voilà, là je coupe le son. Alors on voit ici que quand je coupe le son, l'amplitude augmente, mais c'est normal parce que là j'ai pas branché de haut-parleur externe. Pour ce faire, bien sûr, là voilà, je vais mettre ici une résistance de charge de 8 ohms, et on voit que là le niveau redescend bien sûr. Le vumètre, hein, comme je l'ai dit, il a une vue ici qui est soit logarithmique, soit ici linéaire. Voilà, donc là je suis en affichage ici linéaire. Ici, je suis en affichage logarithmique. Donc, maintenant, on va regarder la protection qu'il y a justement sur la partie courant continu. Donc là, si tout bêtement, je vais brancher une tension continue ici en sortie de l'appareil. Voilà. Et là, on va regarder ce qui se passe. Donc là, je mets une tension continue positive en sortie. Et voilà. Ici, on voit que là, il affiche à fond hein, le signal, mais il a coupé la charge automatiquement et il s'est ici allumé rouge pour montrer que la tension est continue. Alors ça reste même une fois, voilà, là on voit qu'il y a une tension continue. Hein, on voit que si jamais la charge est en route et que ça arrive, il la coupe instantanément. Si la tension est négative, voilà, hein, ça marche exactement pareil, mais on va voir qu'il y a une autre indication. Toc, voilà, on voit qu'à ce moment-là c'est vert et que, encore une fois, ça coupe aussi. Donc ça, c'est la partie que je vous ai expliquée qui va permettre de protéger en cas de tension continue. Donc voilà, c'est pas plus bête que ça. Il reste après ici ce bouton-là qui lui va permettre justement d'avoir une impédance de 4 ohms au lieu d'avoir une impédance de 8 ohms. Alors dernière chose que je n'ai pas expliqué sur cet appareil, c'est la BNC ici et cet interrupteur. Alors ça, à quoi ça sert? C'est déjà très pratique quand on met au point un appareil, c'est souvent extrêmement pratique de pouvoir voir le signal de sortie sur un oscilloscope et le voir directement. Alors parfois c'est bien ou pas que d'être isolé. Tout l'appareil ici, il n'est pas relié à la Terre. Il utilise une alimentation flottante, même si l'amplificateur qu'on utilise est par un générateur ou autre relié à la masse, il est complètement flottant. Pour garder ici après cette isolation, quand on est ici en mode direct, la BNC ici elle est directement branchée aux bornes du haut-parleur. Pareil, si on utilise un générateur qui est relié à la Terre, par exemple, ça peut être éventuellement gênant. À ce moment-là, la solution ici, c'est de basculer cet interrupteur, et j'ai mis ici un petit transformateur d'isolement, BF, qui fait que le signal il est complètement flottant, et ça ne relie justement pas à la Terre la sortie. Donc voilà, ça c'est l'idée, c'est de pouvoir observer ici le signal. Alors maintenant, nous allons écouter un petit peu la qualité du son. Maintenant, rapidement, on va faire un test pour juger un petit peu de la qualité sonore. Donc on va faire un premier test en utilisant le haut-parleur interne intégré à l'appareil, et un deuxième test avec un haut-parleur externe. Pour ce faire, j'utilise un petit module ampli chinois là, qui est équipé d'un petit circuit intégré alimenté sous 12 volts. Alors j'ai enregistré un petit message de test pour pouvoir juger. Alors essayons déjà avec le haut-parleur interne. Alors je mets en route. Je mets en route la sortie et allons-y. Amis de Syrob, bonjour. Ceci est un message afin de tester les qualités audio de mon module CP0072. Voilà, donc ça montre un petit peu les qualités avec le parleur interne. On voit que c'est quand même très intelligible et dans bien des cas, pour faire des tests, ça sera bien suffisant. On va essayer maintenant avec un haut-parleur de meilleure qualité externe. Amis de Syrob, bonjour. Ceci est un message afin de tester les qualités audio de mon module CP0072. Comme on peut le voir, hein, le son est quand même, à l'oreille, un peu meilleur avec ce haut-parleur-là, ce qui est assez logique, hein, surtout au niveau des basses, dans la mesure où il est quand même beaucoup plus grand. Et pour les fréquences basses, hein, plus la membrane est grande, meilleure sera la restitution. Regardons un petit peu rapidement le schéma de cet appareil. On retrouve ici l'entrée, avec ce premier relais donc commandé par le microprocesseur, qui permet ou non de mettre une résistance de 8 ohms en parallèle de façon à avoir une impédance visible de 4 ohms. Ici on a l'atténuateur, donc ici avec des résistances de puissance.
de telle façon à ce qu'il garde une impédance d'entrée et de sortie de 8 ohms quand il est mis en place, mais divise la puissance par 10. Ici, nous avons le deuxième relais là, qui va permettre donc soit de commuter la charge sur cette résistance ici du Mi, hein, en fait c'est une résistance de charge. On voit que c'est 8,2 ohms en parallèle sur 330 ohms, ce qui fait à peu près 8 ohms. Ou quand le relais ici est collé, de mettre la sortie, donc après soit sur les deux haut-parleurs ici internes, soit sur la sortie externe. Donc ensuite le signal du haut-parleur, on va le retrouver arrivé à 3 blocs bien distincts. Ici la partie isolation, hein, grâce ici on voit ce petit interrupteur qui va permettre de mettre sur la sortie BNC soit directement le signal référencé par rapport à la masse analogique ici, soit via ce transformateur d'isolation de 600 ohms avec ici des résistances pour à peu près équilibrer l'impédance. Là on a quelque chose de très classique qui va être le système qui va permettre de redresser les deux alternances du signal alternatif, de l'intégrer un petit peu de façon à l'amener après amplification sur l'entrée analogique du microcontrôleur. Donc c'est pas plus bête que ça. Bon, j'ai peut-être été un peu fort sur la valeur du condensateur ici, ce qui fait qu'il y a déjà un petit peu une intégration, on pourrait peut-être la baisser un petit peu. Pour info, ici j'ai utilisé un amplificateur opérationnel un petit peu spécial, hein, qui est un modèle Ray to Ray, qui lui permet vraiment de marcher entre 0 et 5 volts. Enfin attention, hein, si on mettait un BET TL82 par exemple, ça ne marcherait sans doute pas. Il y a un petit réglage ici qui va permettre d'étalonner l'appareil de façon à ce qu'il soit pile poil pour avoir une tension correspondant à une puissance de 2 watts. Et ici on retrouve toute la partie donc, de détection de la tension continue. Alors j'ai beaucoup hésité avant de le faire comme ça ou par soft, mais finalement bon, c'était quand même plus simple comme ça. Là on va pouvoir donc régler aussi la constante de temps, c'est-à-dire au bout de combien de temps il va réagir, hein, grâce à ce réglage là. Et c'est ce condensateur ici qui va quelque part intégrer le signal, sachant qu'avec de l'alternatif il est en moyenne toujours nul. Si à un moment donné il devient plus positif, il va donc déclencher ici ce transistor là et qui sera détecté par le microprocesseur, ou négatif, il détectera celui-là. Alors c'est pas vraiment symétrique, parce qu'en fait c'est pas très pratique ici pour avoir j'ai même pas réussi à le rendre réellement symétrique. Il est un peu moins sensible sur la tension négative que positive. Enfin bon, pour la sécurité, ça le fait quand même. Donc voilà, hein, pour la partie, on va dire, analogique, tout simplement. Alors on note ici qu'il y a deux masses séparées, hein, qui sont séparées ici, la masse analogique avec ce petit triangle et la masse digitale par cette base noire ici. Je rappelle que dans les bonnes pratiques, quand on a de l'analogique et du digital dans un système, on sépare les masses et on les relie à un seul et unique endroit, ce qui est noté comme ça ici sur le schéma. Ensuite, pour la partie microprocesseur, on trouve ici le petit pickaxe. Et bien sûr, ce pickaxe, j'avais besoin de commander toutes ces LED là, les relais, et ainsi de suite, ce qui fait qu'il m'aurait fallu pas mal d'entrées-sorties. Et là, alors j'aurais pu utiliser de l'I2C, enfin il y avait pas mal de solutions. Là, j'ai voulu faire quelque chose de très simple, à savoir, j'ai utilisé des registres à décalage bufferisés, hein, c'est le circuit 4094, qui existe en circuit MOS et en circuit 74HC. Le premier proto que j'avais fait, j'avais mis des CD 4094 et mon pote Jean-Jacques m'a fait remarquer avec justesse que les HC sortaient sans doute plus de courant, et ce qui permet d'avoir une meilleure luminosité des LED. Donc il a eu en plus l'extrême gentillesse de me les donner, je lui remercie. Ce qui fait que ces circuits, de toute façon ils sont compatibles, hein, permettent de commander ici les LED. Alors je rappelle que le fonctionnement rapidement de ces circuits là, il y a trois entrées. À chaque fois qu'on envoie un clock ici, il mémorise sur une sortie la donnée qui est ici et passe à la suivante. Donc l'idée c'est qu'on envoie à la suite les 16 sorties. Donc l'idée là c'est qu'on met la 16e, on envoie un coup de clock, la 15e un coup de clock et ainsi de suite. Et une fois qu'on a envoyé les 16 données, on envoie ici une impulsion strobe qui va mémoriser les contenus des registres à décalage dans les registres de sortie, et ce qui va permettre ici d'avoir
l'affichage. Ensuite, tout est géré par soft, et bien sûr, le cycle est répété tellement rapidement qu'on ne voit pas ça. Sinon, bah après c'est tout bête, hein, les boutons ici rentrent sur le microprocesseur, se gèrent complètement de l'anti-rebond et tout ça. Et on a ici ce petit piezo. Alors c'est vrai que je regrette un peu, c'est pareil, là j'aurais pu faire quelque chose un peu plus fort, on l'entend pas beaucoup. Mais enfin ce petit piezo ici qui permet et d'avoir un bip quand on appuie sur les touches et d'émettre différents sons selon les alarmes. Bien, maintenant jetons un petit coup d'œil à l'intérieur, voir un peu comment c'est fait. On va l'enlever, hein, ça c'est les flancs clipsables standard des tiroirs TM500. Alors, à l'intérieur, moi je suis parti, hein, j'ai gardé, en fait c'était un tiroir d'oscilloscope 5000, donc j'ai gardé le circuit imprimé ici d'origine. Le principe, c'est que bah, ça garde la rigidité et ça me permet de garder ici les connecteurs, sachant que j'ai enlevé bien sûr et dessoudé tous les composants et coupé toutes les pistes. Donc là je me rebranche ici juste sur l'alimentation flottante. Donc là on va retrouver trois parties. La première partie ici c'est l'alimentation. Donc c'est une alimentation 5 volts à découpage hein, que j'ai faite avec un petit module chinois hein, comme je vous l'ai souvent présenté, avec bien sûr le filtrage qui va bien en entrée et en sortie. Comme la tension est un peu haute, hein, c'est un petit peu limite, hein, j'ai rajouté ici cette résistance qui la fait chuter suffisamment. Ici on a la carte interface et qui supporte bien sûr les résistances de puissance, celle de la charge quand il n'y a pas de haut-parleur, et les deux de l'atténuateur de puissance qui permettent donc de monter jusqu'à 20 watts. Donc là, j'ai fait un petit peu ce montage là sur un radiateur. Bon, maintenant, il faut être honnête, si c'était vraiment 20 watts en continu, je pense pas que ça tiendrait réellement longtemps cette température. Maintenant, le but, c'est pas de faire des essais longs. Et déjà 20 watts, c'est pas tous les jours qu'on les a en continu. Sinon, on va retrouver sur cette platine les différents relais de commutation, le petit transfo d'isolement de mesure, et donc là, les interfaces. Et pour finir, sur cette platine au milieu, là, on va avoir ici donc le microcontrôleur Picax, les deux registres à décalage, les résistances pour les LED, et ici donc la partie ampli et le détecteur de tension continue, avec ce gros condensateur ici, qui est un modèle électrochimique, mais non polarisé. Alors bien sûr, hein, tout ça, ça fait beaucoup de filasse. Qu'on retrouve ici. Donc là, bah, j'ai utilisé ces connecteurs Dupont là à sertir. Et là, on voit en effet toute la partie que j'ai pu faire pour la partie audio. Sachant que ça, c'est un tweeter, enfin, c'est pas vraiment un tweeter, c'est pas un tweeter piezo. Hein. C'est un haut-parleur, on va dire, d'aigu que j'avais récupéré sur une vieille télé, je crois. Et ici, le haut-parleur, je crois que ça vient d'un Macintosh, si je me rappelle bien, un vieux Mac. Et j'ai re-usiné ici en alu, donc c'est cette pièce qui apporte de la masse quand même un petit peu, et permet donc de tenir le tout. Voilà, sinon bah, après que du classique, hein, j'ai fait la face avant comme j'ai l'habitude de faire avec Front Designer que je vous ai déjà présenté. Je l'ai usiné en CNC avec Kanban, enfin bon après vraiment un truc assez classique. Et après bah, tous ces câblages, je les ai frétés comme ça pour avoir quelque chose d'un peu plus propre, sachant que bien sûr j'ai utilisé partout des prises de telle façon à ce que en cas de maintenance ça soit démontable. Bon, je vais pas non plus trop détailler le programme, d'abord ça fera une vidéo un peu longue. J'ai essayé de le commenter au mieux. Donc là le firmware bah, il est en version 1.2, hein. J'avais fait, on voit ici en juillet hein, un protoboard vite fait qui m'avait permis juste de valider un peu le principe de l'affichage. Ensuite j'ai fait la première version et j'ai fait après une petite 1.2 pour corriger 2-3 trucs. Donc bah, je vous laisse le regarder pour ceux que ça intéresse. Encore une fois, juste le truc qui est intéressant, c'est que j'ai utilisé donc ce système un petit peu multitâche. Donc ici j'ai 4 tâches. Hein. La première tâche ici qui est 0, qui est celle qui se charge de faire l'initialisation et ensuite voilà la boucle là qui va permettre de lire la valeur de l'ADC et de calculer la valeur du bar graph pour pouvoir ensuite la sérialiser. Hein, c'est pas plus bête que ça. Ensuite, j'ai une deuxième tâche
ici, voilà la 1 qui, elle, fait deux choses. Se charge de gérer justement la valeur crête. Hein, on voit que tous les X, en fait, elle vient mettre à 0 la valeur temp et la remettre à 0. Et en même temps, va gérer la puissance maximum, l'alarme. La tâche 2 ici, start 2, va être tout ce qui va gérer les boutons. Sachant que là, j'en ai profité pour utiliser le son comme anti-rebond. Hein, on voit ici que quand il y a un bouton enfoncé, je fais un petit son là pendant quelques temps. Et ensuite, je mets à jour la variable associée et j'attends que le bouton soit lâché. Grâce à ça, je fais à la fois l'anti-rebond et le petit retour sonore sur les impulsions. Voilà. Et la dernière tâche, hein, la 3 ici, c'est elle qui gère ici la sécurité quand il y a trop de tension. Donc voilà, juste un petit piège. Hein, quand on fait comme ça du système justement multitâche, hein, c'est un multitâche préemptif, hein, à un moment donné, on peut avoir, et c'est un des bugs que j'ai eu parce que j'ai pas fait gaffe, comme ici, quand je détecte qu'il y a un problème, j'appelle le sous-programme ici qui éteint le relais. Les deux sous-programmes se bigornaient parce qu'il était appelé de la tâche numéro 1 et de celle-là. Et bien sûr, ça faisait des bêtises. Et ici, j'ai utilisé l'équivalent d'un mutex simplifié qu'on revoit ici. Voilà, c'est que quand j'appelle le sous-programme qui demande d'arrêter le système, je peux l'appeler de la tâche 2 ou 4. Et on voit que grâce à ces systèmes de suspend resume, je suspends la tâche 0. J'appelle le système pour pouvoir mettre à jour la sortie et je relance cette tâche. Donc voilà, en fait, ça simplifie la programmation, ce côté un petit peu multithread. Par contre, comme dans tous les systèmes multithread, dans la mesure où à un moment donné on partage soit des espaces mémoire, soit des espaces de sortie, et on peut être amené, comme ici, à mettre des mutex de sécurité. Voilà pour cette petite présentation, j'espère que ça vous aura intéressé et que éventuellement même ça vous aurait motivé pour faire votre propre système. Je rappelle que si j'ai mis cet appareil dans un boîtier TM500, c'est simplement parce que moi c'est le genre de boîtier que j'utilise, mais c'est absolument pas lié à cette technologie. Tout ce qu'il a besoin, c'est d'une alimentation 5 volts flottante qui peut venir d'un bête transfo, d'un petit adaptateur USB ou de tout ce qu'on veut. Et il peut être mis dans n'importe quelle boîte, voire même, si on a une boîte avec un haut-parleur un peu plus conséquent, on aurait sans doute en plus un meilleur son. En commentaire de la vidéo, je mettrai bien sûr un lien vers mon site où, comme d'habitude, je vais mettre les schémas, les sources, enfin, toutes les explications qui vont avec cet appareil. Et là, j'ai aussi un petit peu changé dans la mesure où j'ai mis les schémas, mais surtout les sources du programme du Pickaxe sur GitHub. Hein, je rappelle que GitHub, c'est un contrôle de source public qui permet à n'importe qui de pouvoir prendre le programme, le modifier, l'améliorer et republier les améliorations dans cette idée un petit peu open source et de partage qui permet à tout le monde de partager et de faire évoluer les applications. La prochaine étape pour moi, bien sûr, maintenant, sera de faire le deuxième tiroir qui sera un tiroir plus mesure amplificateur. Et alors je ne sais pas combien de temps ça me prendra. Quand je vois que celui-là, ça m'a pris 3 mois. Je suis pas vraiment très rapide dans mes réalisations. Enfin, je sais pas que ça non plus. Ce qui est sûr, c'est que quand ça sera fait, je vous le présenterai aussi de la même façon. D'ici là, que le grand distordu démon des audiophiles vous épargne de ces affreux tourments et à bientôt pour de nouvelles vidéos. TTFN, ta-ta for now.